Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Odile. Je suis Sophie, en charge de la plateforme. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une formation consacrée à l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et plus précisément à la façon dont on peut la propager au plus près des publics dans les territoires. Pour parler de ce sujet, je reçois Sami Mupfuni. Bonjour Sami. Bonjour Sophie. Bonjour, vous êtes donc directeur général de Congo Tchèque depuis 2018, une organisation de fact-checking que connaissent bien les publics d'Odile. Vous nous rejoignez aujourd'hui depuis Goma, en RDC. Et justement, vous réalisez, au travers de la Congo Tchèque Academy, des interventions d'éducation aux médias et à l'information dans les territoires, au plus près des publics. Donc on a hâte d'entendre vos conseils pour que nous aussi, ou que nous soyons dans l'espace francophone, eh bien nous puissions toucher les publics grâce à des actions d'éducation aux médias et à l'information. C'est à vous, Samy, vous pouvez commencer. Merci beaucoup Sophie pour la présentation. Congo Tchèque Academy, c'est un projet de l'initiative des fact-checkers du Congo, organisation mère de Congo Tchèque. On l'a lancé depuis 4 ans maintenant et on mène des activités d'éducation aux médias à travers le pays, euh, espérant s'élargir dans 2 autres pays couverts par Congo Tchèque, à savoir la RCA et le Congo Brazzaville. Alors, pour parler de techniques efficaces pour mener des activités d'éducation en médias sur un territoire, j'aimerais rappeler d'abord ce qu'est les fausses nouvelles peuvent représenter comme danger, un peu brièvement. Alors, on est conscient que les fausses nouvelles peuvent être à la base de beaucoup de conséquences dans la société, beaucoup de mauvaises conséquences dans la société. Les fausses nouvelles peuvent causer la panique, elles peuvent causer des tensions au sein des communautés, notamment en montant certains membres de la communauté contre d'autres membres de la communauté. On sait que les fausses nouvelles en sont capables. Les fausses nouvelles peuvent être à la base des manipulations pour différentes causes. Ça peut être pour des raisons économiques, pour des raisons financières ou politiques. Il y a aussi, euh, parmi d'autres dangers, il y a la mort. Et là, je prends toujours l'exemple de lors de l'épidémie d'Ebola, où on a vu de fausses nouvelles causer littéralement la mort de membres de la communauté parce qu'ils évitaient de se faire soigner, où ils s'attaquaient carrément aux membres des équipes des ripostes. Et on a eu même un médecin camerounais qui a été tué au cours de ces attaques. Donc ça peut être parmi les conséquences ou les dangers qui peuvent représenter les fausses nouvelles. Il y a aussi le fait que ça représente une menace à l'information, à la vraie information. Parce que tenant compte euh, des critères ou de caractéristiques des fausses nouvelles, elles sont basées sur l'émotion et du coup, elles sont très virales, elles sont partagées largement. Et quand il n'y a pas une vraie information sur un sujet, du coup, ça laisse place aux fausses nouvelles qui circulent très rapidement à une très grande vitesse et ça représente dans ce sens une menace à l'information et surtout que c'est à cause des fausses nouvelles et parfois de la mésinformation ou la désinformation que le public a commencé à perdre la confiance aux médias ou aux journalistes. Mais dans tout ça, il y a la responsabilité des journalistes qui est encore très importante parce que on
fragmentation de l'information, malgré le fait que tous les utilisateurs de médias sociaux, d'Internet, ils peuvent être auteur des informations ou être à la base des partages, comme c'est le cas actuellement. Il y a encore un rôle important qui joue les journalistes, et parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se réfèrent aux médias d'information, aux journalistes, aux médias mainstream pour informer ou pour vérifier, c'est rassurer de l'exactitude des informations, de certains contenus en ligne. Ils le font sur de médias en ligne, médias en ligne d'information ou sur de médias mainstream. Et là, ça prouve encore que le public où les journalistes ont encore un grand rôle à jouer, même si tout le monde peut être auteur de l'information, acteur de l'information actuellement à travers la fragmentation de l'information ou la démocratisation de l'information. Mais pour lutter contre les fausses nouvelles, la désinformation et la mésinformation réunies, il y a le fact-checking, cette pratique qui vise à vérifier l'exactitude des informations. On voit que ça se pratique actuellement partout au monde et ça contribue quand même à la lutte contre les fausses nouvelles. Mais le fact-checking a quand même évolué depuis un moment. On voit par exemple la naissance croissante des initiatives de vérification des faits à travers le monde, et l'exemple de l'Afrique, par exemple, depuis 2012, où il y avait qu'une seule organisation de fact-checking, Africa Check, et maintenant il y en a plusieurs dizaines à travers le continent en 2024. Il y a aussi l'adhésion de plateformes telles que Facebook, Instagram, Threads ou TikTok qui s'intéressent davantage à la lutte contre les fausses nouvelles sur leur plateforme. Facebook à travers un programme de fact-checking. Il y a aussi TikTok qui a un programme d'éducation aux médias et qui collabore avec l'organisation PesaCheck. Donc, ça, c'est quand même des avancées à souligner dans la pratique du fact-checking ou des vérifications des faits. Mais la vérification des faits présente encore des limites. Elle présente des limites, et c'est par exemple le nombre, même si il est croissant, il est encore limité. Le nombre, il est encore bas par rapport aux consommateurs de l'information, que ce soit en ligne ou en ligne. Le nombre, il est encore bas, relativement bas. Et le caractère long de la procédure de vérification, parce qu'on sait tous que le fact-checking, ça prend du temps. Vérifier, avoir accès aux sources, toutes les sources possibles pour prouver si une information, un contenu est faux ou vrai, ça prend du temps. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement pour des travaux, des articles de vérification. Aussi, par rapport à ce qui est la viralité des contenus erronés ou de fausses nouvelles, comme je le disais, elles sont basées sur l'émotion, elles circulent vite. Et du coup, si on compare les deux, les articles de vérification et le contenu qu'on est en train de vérifier, les contenus erronés ou les fausses nouvelles suscitent beaucoup d'engouement et circulent très vite. Et du coup, il n'y a pas de comparaison, quoi. Donc, ça, c'est encore parmi les limites. Et peut-être qu'il faudra travailler sur comment rendre viral les contenus de vérification des faits, des articles de vérification des faits. Il y a aussi le fait que
même si on publie des fact-checks ou des articles de vérification, c'est comme si on s'attaquait aux conséquences et en ignorant le- les causes. Et du coup, après avoir décrit une fausse nouvelle, après avoir débunké un contenu faux, il y a toujours les auteurs ou les gens qui partagent par imprudence qui continueront à partager parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils savent pas, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quelle attitude prendre quand ils sont en face des contenus euh, non non vérifiés ou douteux. Ça aussi, c'est parmi les c'est parmi les limites du fact-checking. Il y a aussi, par exemple, pour ce point d'ailleurs, Sophie Eustache, qui croit que les fact-checkers pourraient s'apparenter à des marins sur un bateau qui prend l'eau et qui, au lieu de réparer les fuites, s'acharnent à vider l'eau avec des seaux. Donc, ça fait allusion au fait qu'on ne s'attarde pas aux causes aux causes qui sont à la base de fausses nouvelles qui circulent en ligne, qui circulent en ligne, mais on s'attaque euh, essentiellement ou le plus souvent aux conséquences qui sont ces fausses nouvelles. Alors, il y a l'éducation aux médias qui vient en appui dans la lutte contre les fausses nouvelles et qui est cette activité qui fournit des connaissances et des compétences pour une utilisation des médias avec discernement et esprit critique. Ces compétences permettent d'analyser de manière critique les informations reçues, de naviguer en ligne de manière sûre et responsable. Ça vient donc en appui au fact-checking dans la lutte contre les fausses nouvelles. L'éducation aux médias, pour moi, j'ai classé trois compétences importantes qui doivent être développées, qui sont développées par cette activité les activités d'EMI. Il y a par exemple le fait de développer une compétence de sélection de l'information. Il y a la compréhension des médias. Il y a aussi l'usage citoyen des médias. Pour ce qui est de la sélection de l'information, il s'agit d'être capable de chercher, de sélectionner une information avant son utilisation ou avant de croire à une information et la partager. Il y a le fait de savoir évaluer les sources et la nature des contenus, parvenir à trouver exactement et qualitativement l'information dont on a besoin. Et pour ce qui est de ces points, il y a donc des réflexes que l'éducation en médias développée au sein du public, communauté, de membres de la communauté. Il y a le fait de se poser toujours de questions sur la source, par exemple, d'une information. Est-ce que c'est quoi la nature de la source? Est-ce que c'est un média traditionnel? Est-ce que c'est un site personnel? Est-ce que c'est une institution publique? Est-ce que c'est juste simplement un post sur un réseau social? Il y a aussi le fait de identifier l'auteur d'une publication. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un expert? C'est un scientifique? L'autre étape, c'est de vérifier la date. Est-ce que c'est une information, une nouvelle vieille ou elle est récente? Et l'autre étape, c'est de trouver d'autres sources ou de confronter les sources. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui en parlent? Comment ils en parlent? Il y a aussi l'étape de vérifier la tonalité ou le contexte de la publication d'un contenu. Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que ça propage des messages de haine ou une attaque contre une personne ou un groupe? Il y a aussi, donc, pour le prochain point, la compétence de comprendre les médias. Il faut comprendre comment l'information est créée
et comprendre aussi les fonctionnements des médias, des réseaux sociaux, leurs codes, les phénomènes tels que les baisses, la censure, les pièges à clics, la monétisation des contenus, tout ça, ça peut jouer dans la compréhension du fonctionnement des médias. Le troisième point, ou la troisième compétence, c'est l'usage citoyen des médias. Observer une certaine éthique dans l'utilisation des médias, connaître les aspects juridiques, les droits d'auteur, connaître les différentes règles d'usage et éviter de tomber dans des éventuels délits. Pour ce qui est des techniques efficaces ou qui marchent le mieux pour disséminer des leçons d'LMI sur un territoire, il faut vraiment prendre en compte les contextes locaux parce que les réalités sont différentes selon les territoires, selon les régions. La technique qui marche mieux ici ne marche forcément pas ailleurs. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces différences avant de démener efficacement des activités de l'éducation aux médias et à l'information sur un territoire. Par exemple, ici à Goma, les gens ne lisent à Goma, dans l'est de la RDC, les gens ne lisent pas les journaux. Baser ces activités de l'éducation aux médias sur les journaux seraient inefficaces ici à Goma, mais ça peut marcher ailleurs, dans d'autres villes où les gens lisent, par exemple. Et la technique que nous, on recommande, c'est de chaque fois et ça c'est spécialement aux journalistes et fact-checkers, donc toujours intégrer des leçons de l'EMI dans les productions régulières. Ça peut être des fact-checks, des articles de vérification pour les fact-checkers ou des gens qui luttent contre les fausses nouvelles. Ça peut être dans des articles d'information sur les sites d'information ou sur des radios, donc lancer des tranches d'animation qui disséminent ou qui sensibilisent à l'EMI, des leçons qui dispensent des leçons de l'EMI. Et voilà, pour les fact-checkers, il faut vraiment préciser comment on a procédé, comment on a procédé pour vérifier un contenu, pour détruire une fausse nouvelle et montrer aux lecteurs ou si on utilise d'autres formats tels que la vidéo, montrer aux téléspectateurs comment on a procédé pour qu'ils soient à mesure de les faire par lui-même. En tout cas, c'est des LMI qu'on doit intégrer dans le fact-checking, dans la lutte contre, dans la vérification des faits. Il y a les écoles aussi qui sont des endroits idéaux pour aller à la rencontre des publics beaucoup plus jeunes. Et là-bas, ça marche mieux parce que de mon expérience, de notre expérience de Congo Chic Academy, ils sont très curieux, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir des choses. Et vraiment, c'est très émouvant de mener des activités de l'EMI dans des écoles où des élèves posent beaucoup de questions, ils ont envie d'approfondir dans des connaissances de l'EMI et comment ils peuvent gérer la consommation d'informations en ligne. Ils sont très intéressés. Et on peut aller plus loin en créant des structures, en établissant des structures au sein des écoles, des équipes chargées de l'EMI. Donc, eux, parmi les élèves les plus intéressés, on en choisit quelques-uns qui se chargent de ces activités et qui sont les plus investis. Ils se chargent de ces activités de l'EMI auprès de leurs collègues. Et là, on a des ambassadeurs de l'EMI au sein des écoles.
on est sûr que même si on vient pas pour des activités de l'EMI, il y a au moins une équipe qui mène régulièrement. Et là, c'est en collaboration avec les responsables des écoles. En tout cas, ça marche mieux dans des écoles. Il y a aussi, toujours pour les jeunes, le format des jeux qui marche aussi. Donc, utiliser des jeux en ligne, par exemple, pour sensibiliser, pour fournir des données, des informations sur l'information et les médias, comment vérifier, comment développer des techniques, des réflexes, des vérifications, des outils de vérification en ligne disponibles, comment les retrouver, comment les utiliser. Tout ça, on peut disséminer toutes ces leçons-là à travers des jeux, surtout pour les publics jeunes. Il y a aussi des activités artistiques. Euh, Par exemple, ici en RDC, la musique, c'est vraiment un bon format pour euh, lancer des messages. Pour qu'on soit entendu, il faut vraiment utiliser des canaux, qui marchent mieux. Et en RDC, principalement, ou spécialement, c'est la musique qui marche mieux. Et à côté, il y a d'autres activités, des pièces de théâtre, tout ça. Et d'ailleurs, on est en train au sein de Congo Check Academy, on est en train de programmer une activité de sensibilisation à l'EMI dans des camps des déplacés parce que c'est des publics très vulnérables aux fausses nouvelles. On est en train de vouloir lancer des activités des LEMI à travers à travers l'art. Donc, on va faire appel aux artistes qui vont nous accompagner. On va leur montrer comment euh, euh, on va convertir des messages d'éducation aux médias et à l'information en œuvres d'art avec ces artistes-là. Et on va ensemble les disséminer auprès de ces déplacés des guerres. Il y a aussi le fait de nouer des partenariats avec d'autres médias parce que on peut pas y arriver seul. Quand on est nombreux, quand on s'unit, ça peut être en consortium ou des simples partenariats, donc des diffusions de contenu à travers les radios locales ou les télévisions. Ça peut aider à atteindre des publics beaucoup plus larges parce que qu'on ne pouvait pas atteindre qu'on ne pouvait pas atteindre avec son propre média en ligne ou son propre média spécialisé en fact-checking ou sa propre organisation spécialisée en éducation aux médias et à l'information. On ne peut pas atteindre en large public. C'est comme je le disais, on a des limites, mais si on met en contribution d'autres médias et surtout on essaie de prendre un peu tous les formats, quoi. La télé, donc la vidéo, l'audio et les textes, on peut y arriver. Il y a aussi profité, donc, genre, profiter quand il y a des grands événements, élections, des événements sportifs, profiter de lancer des campagnes. Ça peut être des campagnes liées directement à ces activités ou, par exemple, lorsqu'il y a des épidémies ou des crises sanitaires, c'est vraiment des occasions pour lancer des activités d'éducation aux médias parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent, il y a beaucoup de désinformations, il y a beaucoup de gens qui consomment ou qui partagent des fausses nouvelles parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Et donc, là, je parle de la mésinformation. Et dans de tels moments, il faut profiter pour lancer des campagnes. Ça peut être lié.
directement comme nous. On a lancé des campagnes comme euh, contre la COVID-19, contre l'épidémie d'Ebola, contre les fausses nouvelles qui circulaient autour de ces crises sanitaires. Mais ça peut être aussi des événements sportifs où on profite de l'engouement ou de la visibilité qu'offrent ces événements pour atteindre un public beaucoup plus large. Il y a aussi le fait de disséminer des leçons d'Elemi à travers les rues. On l'a fait en 2021 et on est en train en 2021, en 2022 également et début 2023, on l'a fait en circulant, en imprimant sur des supports et des illustrations, de sensibilisation aux médias. Et on va avec dans la rue, on touche les passants, on leur montre comment ça marche. On essaie de sensibiliser à l'ennemi, quoi. Et on va même des maisons dans maison ou dans des lieux de travail, des gens pour les sensibiliser. Et ça marche aussi, même si ça prend beaucoup d'énergie, mais ça marche. Et une fois de plus, ça dépend de la région dans laquelle on évolue. Justement, Samy, vous l'avez rappelé à l'instant, l'importance d'aller finalement chercher les publics là où ils sont, dans la rue, au travail, peu importe. Il y a un autre aspect que vous avez évoqué en début de formation qui m'intéresse, c'est l'EMI digital, c'est-à-dire sur quel canal on peut aller chercher les publics. En Afrique francophone, on pense à WhatsApp, on pense aussi à TikTok. D'ailleurs, l'OMS a annoncé le 26 septembre un partenariat avec la plateforme de vidéos courtes. Je voudrais avoir votre avis sur cette question, sur quels canaux, sur quels réseaux sociaux on peut aller chercher les publics en Afrique francophone. Bah, évidemment, merci d'avoir soulevé le point sur TikTok, parce que c'est un canal vraiment à privilégier aussi dans les cas des activités d'LMI. Il y a le nombre d'utilisateurs qui est, et donc il y a TikTok, il y a WhatsApp, créer des chaînes WhatsApp et diffuser des leçons de l'EMI. Et comme je l'ai dit encore une fois, il faut vraiment observer l'environnement et essayer d'adapter les activités ou le format des activités aux habitudes de consommation de l'information locale ou de nos communautés. Vous en parliez à l'instant, Samy, de l'EMI dans la rue, au travail. C'est un aspect moins connu, effectivement, de l'éducation aux médias à l'information. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel retour vous avez des gens de la rue, des habitants et des habitantes. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez les chercher comme ça sur ces sujets d'éducation aux médias à l'information? Ils sont très réceptifs. Ils sont très réceptifs et on s'est rendu compte qu'ils en avaient besoin, quoi. Ils en avaient besoin. Ils ont besoin d'apprendre parce que c'est des gens, souvent, même si on n'a pas accès à Internet, c'est des gens qui sont atteints par les conséquences des fausses nouvelles. Il faut souligner que on a fait recours à ces techniques ou à ce format-là parce que en RDC, il y a encore un taux de pénétration bas d'Internet. Et du coup, les gens qui ne sont pas connectés, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux directement, mais il y a ces fausses nouvelles qui viennent de l'Internet ou des réseaux sociaux qui les atteignent. Et ça vient de bouche à l'oreille. Donc, nous,
on essaie de montrer à ces gens que même si, que ce soit dans des transports en commun, tu tombes sur une information, euh, il faut développer de réflexes de vérification, ne pas y croire directement. C'est des vérifications hors ligne pour ce coup, mais il faut vraiment pas croire directement à une information, à une nouvelle. Il faut se renseigner, il faut même aller vérifier à la radio, parce que si une information, un événement majeur s'est passé dans la ville ou dans la cité, forcément, il doit y avoir un média qui va en parler, un média traditionnel, par exemple une radio ou une télé. Essayer de s'appuyer sur ces médias pour vérifier quand on n'a pas accès à Internet. Et du coup, ces gens-là, les sensibiliser à l'EMI en ligne, c'est inefficace parce que ça les atteint pas directement. Il faut aller vers eux physiquement pour leur partager ces techniques-là. Oui, c'est vraiment particulièrement pertinent et intéressant ce que vous dites, Samy, d'aller vraiment chercher les gens là où ils sont. Et c'est vraiment ce qu'on retiendra de cette formation sur l'EMI dans les territoires. Je vous remercie, un très grand merci, Samy, pour cette formation. On mettra d'ailleurs à disposition des publics toutes les ressources que vous avez citées. Je vous remercie. Merci, Samy. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie, et merci à Odile. Merci à vous, Samy, et à bientôt sur Odile.